Amis internautes, bonjour. Le titre de notre émission aujourd'hui, Penser le travail ouvrier. Et nous allons aborder ce thème avec le sociologue Michel Véret, qui va répondre à nos questions tout à l'heure. Nous avons Claude Pentier qui va l'interroger et qui va nous parler de la condition ouvrière, et Amélie Brun qui va présenter la rubrique courriel avec cette fois, je crois, quelques films traitant de la condition ouvrière et qui sont récemment parus. Alors, le travail ouvrier, pour y revenir, depuis le 1er février de l'an 2000, l'application de la loi des 35 heures a commencé pour toutes les personnes qui sont dans des entreprises de plus de 20 salariés. De nombreux accords ont déjà été signés, mais sur le terrain, tout n'est pas réglé. De nombreux conflits sociaux ont surgi et perdurent, aussi bien dans le public que dans le privé. Et ces conflits ont mis en évidence, d'ailleurs, une forte dégradation des conditions de travail ces dernières années et également une pénurie organisée des effectifs. Alors les sociologues étudient aujourd'hui comme hier les souffrances de cette classe ouvrière et je voudrais demander à Claude Pentier pourquoi la sociologie intervient dans l'histoire du mouvement ouvrier et qu'est-ce qu'elle peut y apporter. Elle y apporte un regard qui est souvent un regard porté par des gens qui ont été des militants ou du moins qui ont été intéressés par la chose publique. Et c'est très net pour le mouvement ouvrier, le grand historien, le grand sociologue du travail, Pierre Naville, entreprend son œuvre au moment où il quitte la mouvance trotskiste et il marque considérablement une œuvre tout à fait aujourd'hui reconnue. Je crois qu'on pourrait multiplier les noms, c'est encore plus vrai chez les historiens qui travaillent sur le mouvement ouvrier, qui finalement se sont peut-être rencontrés un peu plus tardivement, peut-être sur des fins de carrière, mais les Madeleine Reberiou, aujourd'hui la jeune génération, avec Jean-Louis Robert, sont des gens qui ont eu aussi un intérêt, disons, une sympathie pour le monde ouvrier qui ne les empêche pas d'avoir un regard critique. Chez les sociologues, une jeune génération arrive, produit des livres qui sont tout à fait intéressants. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler de Stéphane Beau et de Pialou qui produisent un livre qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière ». On pourra un jour inviter aussi Olivier Schwartz qui travaille sur le quotidien. Et il y a comme là peut-être un glissement. On parle moins de l'entreprise elle-même que d'une sorte d'ethnologie du monde ouvrier. On observe plus le logement, le quotidien, les conditions de vie. Mais dans le fond, déjà, Michel Véret se préoccupait de l'espace ouvrier, de la culture ouvrière. Alors Claude Pentier, est-ce que vous pourriez donc nous présenter Michel Véret, nous présenter son œuvre aussi? Eh bien, Michel Véret a dirigé un laboratoire à Nantes et a formé toute une série de jeunes chercheurs, d'une façon d'ailleurs assez originale, puisqu'il n'a pas fait une école, il leur a donné beaucoup de liberté et beaucoup de force dans leur œuvre, et ces sociologues poursuivent chacun leur voie, quelqu'un comme Jean-Noël Rétière ou Jean-Paul Molinari, mais on pourrait multiplier les noms, et cette œuvre qui a mûri en province, et je crois que c'est assez important, à Nantes, loin des lumières de Paris, dirait volontiers Michel Véret, qui aime bien employer les images, s'est construit pour lui autour d'un triptyque, pour l'essentiel: le travail ouvrier, la culture ouvrière, l'espace ouvrier. Il nous en parlera de façon plus précise, mais aussi une multitude d'articles, dont certains rassemblés dans un livre qui s'appelle Cheville ouvrière, et qui est un livre extrêmement important pour comprendre l'itinéraire de Michel Véret. Peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait commencer par l'interroger. Je me demande comment devient-on sociologue du travail et de la classe ouvrière? Devient-on, je ne sais pas comment je suis devenu, je peux dire. Oui. Alors peut-être d'abord de l'enfance, parce que j'ai vu la guerre, comme tout le monde. J'ai vu les hommes souffrir. J'ai vu les ouvriers souffrir particulièrement dans la guerre. Et comme je est toujours un nous aussi, comme je n'étais pas loin de ce nous ouvrier, disons, peut-être, je souffrais peut-être pas de la même manière que lui, je souffrais un peu avec lui. Ça, c'était la réalité. Puis l'autre voie, c'est celle du rêve. Parce que j'ai été longtemps communiste. Sur quelle base c'était? C'était lié à la guerre aussi. On oublie que la première mondialisation, la plus vivante pour la plus cruelle, c'était les guerres.
Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on en parlait beaucoup dans le nord d'où je suis. Ça se construisait, ça se démolissait, ça se reconstruisait. Et vous le savez par d'autres voies, tout au long du 19e, un rêve s'était fait d'un univers sans exploitation, qui serait porté par la classe ouvrière comme son axe majeur. Et il pouvait sembler, ce rêve, mériter une tentative historique. Et d'ailleurs, jusqu'à un certain point, il a tenu cette réalisation sur un plan mondial. Mais je me suis aperçu aussi, et donc j'ai rencontré là, comme militant, beaucoup d'ouvriers. Pas seulement des ouvriers communistes, des ouvriers anarcho-syndicalistes, vous diriez, anarchistes, réformistes, conservateurs aussi, bien sûr. Toutes sortes d'ouvriers, beaucoup plus que des ouvriers révolutionnaires. Et puis je me suis peu à peu aperçu, et au fond je m'en apercevrai beaucoup plus tard avec beaucoup plus d'ampleur dans des désastres, que les ouvriers n'étaient pas comme les militants disaient. Pas toujours, pas forcément, quelquefois tout à fait au contraire. Et pas encore moins comme les militants communistes disaient. Disaient pourquoi? Parce qu'ils les souhaitaient comme tels, ils les rêvaient tels. Ouais. Et donc je me suis dit, si on allait y voir, ce n'était pas étranger au destin, à ma formation philosophique, qui est une formation qui dans son principe est critique, essayer de se demander pourquoi on pense quelque chose, si ça vaut quelque chose, aller aux choses mêmes, comme disait Platon, si on peut y aller, essayer, se désillusionner, eh bien pourquoi pas, pourquoi faire de l'illusion, bien qu'elle ait une efficace historique, la règle de sa vie. Voilà, alors je me suis dit, si on allait voir ça, c'était une manière d'aller voir comment les ouvriers étaient dans le réel. À partir du moment où je les ai connus, c'était un moyen de mesurer si on pouvait fonder un rêve sur les ouvriers, si les ouvriers pouvaient se rêver sans tragédie historique ou sans grande déception historique. C'est une histoire qui m'a beaucoup dépassé, dont je ne tirerai pas les conclusions, vous les connaissez tous. Il en reste peut-être une somme de labeur. J'ai toujours aimé les hommes et les femmes laborieuses aussi. J'aimais bien ce mot, classe laborieuse. Pourquoi? C'est plutôt aussi bien que classe rentière, classe parasitaire, classe... non, mérite aussi qu'on s'en occupe. Non, donc, ben voilà. Alors on a fait, comme dit Claude, il est gentil, tout un petit travail collectif, sans prétention quand même. Sans prétention, mais qui fait référence. Voilà. Et alors là, le travail ouvrier, un des volumes est réédité, avec une nouvelle préface. Ouais. Et dans cette nouvelle préface, tout de suite, on trouve le style, le phrasé Michel Véret. Parce que Michel Véret met de l'écriture, la poésie, du rythme dans son... Et alors, je vais lire la première, le démarrage. La classe ouvrière française est atteinte au cœur du travail, mais le travail était son cœur. Or, le travail l'abandonne. Car ce n'est pas l'ouvrier qui le fuit, il le cherche, c'est le travail qui se refuse ou le refuse. Ouais. Alors, il y a d'abord le choix de cette écriture, et puis cette classe qui se défait. Ouais. Vous en avez été le sociologue au moment où elle était dans son âge d'or, au summum de sa force, et maintenant vous l'observez quand elle se défait. Oui. Sur l'émotion, hein, je voudrais dire beaucoup... Il y a toujours un côté émouvant dans l'homme en général, d'une certaine manière. Chez l'ouvrier, il y a beaucoup de choses émouvantes. Donc, pas seulement la souffrance, la lutte, une certaine générosité, l'honnêteté, etc. Et puis, il y a une émotion de la découverte aussi. Donc, je pense qu'on peut s'imaginer qu'en sociologie, on mêle à l'émotion de la découverte l'émotion que suscite l'objet qu'on découvre. Pourquoi pas? Enfin, c'est ça que j'essaye un peu. C'est ça en quoi je m'autorise à donner un tour plus artistique, essayons le mot, sans prétention, à l'écriture. Bon. Oui, et alors là, c'est les grandes émotions. C'est les émotions d'une défaite, hein. Vous avez raison, Claude Métier. C'est une classe en défaite, oui, je pense. Oui. Elle est en défaite, je n'oserais pas dire d'un âge d'or, parce que l'or, elle n'a jamais beaucoup eu, la classe ouvrière. Mais disons d'un âge classique. Mais qui était quoi? Qui était que des hommes qui avaient été déliés de la propriété et des sécurités coutumières du milieu, de la tradition, avaient pu se relier
d'une manière, et se stabiliser dans leurs liens, à quoi? À l'emploi, d'une part, ensuite au salaire, un salaire leur permettant d'avoir un logement. Cette classe était devenue dans les années 75 pour moitié d'elle-même propriétaire de son logement. Bon, relié à une culture, à une solidarité. Et ça a donné dans les années 75 ce qui est effectivement son âge classique. Quelque chose comme, qui n'était pas forcément un âge révolutionnaire, mais qui était un âge de présence où on ne pouvait pas ne pas l'avoir. Bon. Tandis que maintenant, je remarque d'abord qu'on ne la voit plus, bien qu'il soit toujours 7 millions, on pourra en reparler des chiffres tout à l'heure. Oui. Oui, c'est une masse énorme, mais invisibilisée, en tout cas pour les appareils de vision, disons, sinon dans notre vie quotidienne, où nous en rencontrons encore. Et puis elle est défaite. Et est-ce qu'elle est moins intéressante? Elle est défaite dans ses rêves. Le communisme s'est effondré, ça n'a pas marché. La classe ouvrière n'a pas été l'axe de ce monde, ou s'il l'a été un moment dans des périodes révolutionnaires dans certains pays, elle s'est réaliénée à des appareils de pouvoir qui l'ont exploité d'une autre manière, je pense. Bon, enfin, c'est un autre débat. Mais, les voilà des faits. Ils sont dispersés, ils sont déstabilisés. Sont-ils moins intéressants parce qu'ils sont des faits? Moi, je dis non, non. La Grande Armée est bien aussi intéressante à Waterloo ou après qu'à Austerlitz. C'est Stendhal, non? Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Oui. Ou pendant? Et en plus, des faits. C'est une tragédie d'être des faits dans une vie. Non? Oui. Voilà. C'est ça. Vous vous attachez beaucoup à la souffrance. Hein? Oui. Oui. Et je vais dire même plus que ça, parce que c'est une défaite. Je ne sais pas si c'est une défaite. En tout cas, c'est une perte, quelque chose comme une agonie, comme une mort, pour moi, de deux grandes cultures sur le siècle. Il y a eu dépaysanisation de la France, il y a une désouvriérisation de la France, sinon du monde, ça serait à voir de plus près. Et ça veut dire que les bases de la civilisation populaire, les bases de travail de la civilisation populaire, qui étaient l'antique culture paysanne, il y avait encore 4 millions d'exploitations paysannes en France en 1955, il en reste 670 000. Hein, ça veut dire ça s'est fondé. Ce sont plus des entrepreneurs que des paysans, au moins pour 400 000 d'entre eux. Et voici que la classe ouvrière est en train, par exemple, elle est dépassée maintenant, il y en a 7,1 On peut peut-être reprendre les chiffres. 7,1 millions d'ouvriers, mais 7,7 millions d'employés. J'ajoute à 80%. Et tous ces ouvriers ne travaillent pas. Tous ces ouvriers ne travaillent pas, 1 million de chômeurs et 600 000 à temps partiel. Ça veut dire seulement 5 500 000 ouvriers travaillant à temps plein. Bon, peut-être un peu plus avec des clandestins. Donc une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Non, c'est énorme, mais c'est en voie de... Est-ce que c'est une classe ouvrière, des ouvriers disséminés, un nouveau vocabulaire peut-être? Oui. On parle des opérateurs, oui. Vous le reprenez ce vocabulaire dans le livre. Comment peut-on qualifier aujourd'hui la classe ouvrière? Ben, comme classe, c'est une question. Qu'il y ait des ouvriers, c'est-à-dire des salariés employés sur des moyens de production, de transformation, qui permettent la transformation utile de la nature, qui d'autre part permettent un profit à ceux qui les emploient. On le voit tous les jours, s'ils ne garantissent plus ce profit, ils sont désemployés. Ils existent toujours. Exister comme classe, ça veut dire dans un lien de solidarité tel qu'ils puissent se penser comme un groupe homogène par rapport à d'autres, et notamment à une petite classe. Il y a 129 000 chefs d'entreprise de plus de 10 salariés aujourd'hui en France, pour 15 millions donc, de salariats d'exécution, ouvriers et employés. Et ils forment une classe, en gros. Ils se tiennent le coude, il y a une solidarité, etc. Ce sont d'ailleurs des hommes tout à fait aussi intéressants, tous les hommes sont intéressants. Mais il est évident qu'on en parle plus quand même, qu'ils sont plus visibilisés. Ils se visibilisent plus aussi, ils ont plus ce tour-là peut-être que les ouvriers. Alors, une classe, ça voudrait dire qu'il y a une union. Et cette union, on a pris un tel coup historique qu'on peut se demander si ces ouvriers forment encore une classe. Ça n'empêcherait pas que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aurait plus d'ouvriers. Non ? Il peut y rester un très grand nombre. C'est comme si on revient aux défaits. Il y avait plein de soldats dispersés. Moi, j'ai connu une déroute en 1940. Il y avait un paysan qui me demandait, mais monsieur, enfin un jeune homme, où est le gros de l'armée française? Ben, le gros de l'armée française, il était sur les routes complètement dispersé. C'est ça le problème. Il n'y a plus d'armée, mais il reste des soldats. Non ? Souffrants, pensants,
résistants, n'en pensant pas moins, ayant leur idée. Ça, c'est à voir. Je ne voudrais pas dire que ce n'est qu'une classe souffrante. C'est plus compliqué. Elle est encore un peu organisée aussi. Les formes du travail, avec l'automatisation généralisée, ont dû améliorer, devraient, en principe, logiquement, améliorer les conditions de travail, d'abord en les rendant plus saines, moins physiques, plus intellectuelle, devrait du coup la rapprocher de toute une série d'autres techniciens qui travaillent dans la société. Nos amis opérateurs qui travaillent derrière pour nous filmer, sont-ils des opérateurs, comme on parle des opérateurs dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un passage du technicien à l'opérateur? Mais aussitôt, alors toutes les autres questions, puisque vous avez étudié la culture et l'espace ouvrier, qu'est-ce que ces changements changent sur l'espace et sur la culture? Oui, non mais je pense que la classe ouvrière, dans sa dispersion, éclate en deux grands groupes. D'une part, celle qui participe à ce passage de ce que j'appellerais l'homme de labeur, l'homme de charge, l'homme qui travaille avec ses bras, ses mains. La civilisation des 10 doigts, disait le roi Gourand, avec ses mains, avec ses bras, avec tout son corps, parce que tout ça va en même temps, et qui transforme la nature dans une fatigue physique énorme. Et puis, travaillant sur les signes des choses, c'était un travail intelligent, toujours, sur les signes des choses. Maintenant, il y a un passage qui fait qu'il travaille sur les signes séparés des choses. Ce sont les signes des processus, on intervient sur les processus par les signes des processus. Bien. Ils sont en bas de cette intervention, parce que cette intervention est bien plus savante chez le technicien, beaucoup plus savante chez l'ingénieur, elle serait infiniment plus savante chez le savant, bien sûr. Mais ce passage intéresse une partie de la classe, qui d'ailleurs survit dans des conditions dont je vais parler, mais qui quand même lui maintiennent un niveau de vie, une possibilité de scolariser les enfants, etc. Mais une autre partie de la classe, environ 40%, celle qui n'a pas eu au fond la médiation de l'instruction qui permet cela, d'une certaine instruction, elle est quand même toujours confinée dans le travail des choses, quelquefois dans le non-travail, quelquefois dans du bas travail. Je ne devrais pas dire ça, il n'y a pas de travail bas. Mais disons que dans la hiérarchie de valeurs légitimes des travaux, ce serait celui du bas. Donc beaucoup d'ouvriers du bâtiment, pour ne dire que ça, un certain nombre de chauffeurs, livreurs, etc., dont il ne faudrait pas croire qu'ils n'incluent pas ce travail des éléments de l'autre travail. Mais c'est assez compliqué, je ne peux pas entrer dans ces détails. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que la vieille culture ouvrière des 10 doigts, la culture des 10 doigts, la culture manuelle, c'était comme ça qu'on l'appelait, est en train de s'effacer, et cet effacement est facilité par un gros travail de masquage des mots, parce que les choses changent et en même temps elles ne changent pas. Parce que ce qui ne change pas, c'est quoi? En gros, c'est la saturation du travail, c'est le commandement du travail. Il travaille pour autrui, il travaille de manière exigeante, exigée, il travaille de manière fatigante, saturée, il travaille d'une manière inflexible par bien des côtés. Et qu'on ne se laisse pas prendre à la flexibilité de leur travail, c'est pour un profit inflexible. C'est quand même ça, le moteur. Et ce n'est pas le leur, c'est le moteur de ceux qui les emploient. Cette chose-là, donc ça reste. On tend à la masquer, ce qui reste de l'ancienne condition ouvrière et de sa souffrance, on y revient, par un changement des mots. On va ouvrir l'ouvrier opérateur, le balayeur nettoyeur de surface, etc. Ces qualifications deviennent des compétences, celles de technicien deviennent des expertises. Ce sont des mots dont certains opérateurs essayent de donner une dignité plus grande. Opéra, l'œuvre, oui. D'autres font des glissements, des passages. Compétence, c'est un vocabulaire qui se réfère à performance, compétence, performance. C'est un vocabulaire de chevaux de course pour la performance. Pour la compétence, c'est un vocabulaire juridique. Et l'expertise aussi, c'est un vocabulaire qui tendrait à montrer qu'ils ont des choses que les autres n'ont pas. Or c'est vrai et ce n'est pas vrai, parce que le principe d'un ouvrier, c'est quand même, ce qui le fait ouvrier comme un employé, c'est qu'il est substituable, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer. Et là est même son drame,
puisqu'on peut le remplacer non seulement ici, dans son usine, mais on peut le remplacer par des sous-traitants qui coûtent beaucoup moins cher. On peut le remplacer à l'autre bout du monde par une délocalisation avec des forces de travail payées 20 fois moins. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui connaît une accélération très, voilà, très et puis forte. qui est mondialisé à un point jamais connu. Oui, alors ça fait peut-être partie, ce ballet des mots, ça fait peut-être partie aussi du trouble, vous voyez, du trouble identitaire, vous voyez. Je crois qu'il y a toutes ces choses qui changent, et à si grande vitesse. Hein. Dépaysanisation en 20 ans, jusqu'en 75, 75, 80, 2000, bien parti pour une désouvriérisation. Oui. Et une déstabilisation générationnelle. Et une parce que les déstabilisation. enfants perdent plus facilement le repère. C'est d'ailleurs un peu le terme au cinéma de ressources humaines. Oui. De grands films viennent maintenant. Vous allez nous en parler? Eh bien, écoutez, je ne vais pas en parler. Je vais pas en parler à votre place. On va peut-être faire la transition, là, justement, sur la rubrique courriel. Alors, je vais vous annoncer la rubrique courriel. Bonjour, alors récemment, comme on vient d'en parler, il y a 2 films qui traitent de la condition ouvrière qui sont sortis en salle et qui ont fait beaucoup parler d'eux. Alors le premier, c'est The Big One, qui a notamment fait la couverture de Télérama, donc c'est important de le signaler. Donc c'est un film américain de Michael Moore qui est sorti à la fin de l'année 99. Michael Moore était déjà le réalisateur de Roger et moi, que vous avez vu, je crois. Oui. Et cette fois-ci, à travers The Big One, il restitue la tournée promotionnelle d'un livre qui venait de sortir, qui s'appelait Downside 10, Dégraissez-moi tout ça, littéralement en français. Donc il fait sa tournée dans les grandes villes américaines et il est très vite confronté à une réalité tout autre que celle qui est décrite dans les médias américains, c'est-à-dire d'une Amérique florissante avec un taux de chômage très faible. Donc là, il se rend compte qu'il y a la précarité, le chômage et la misère. Donc il n'hésite pas à rencontrer les ouvriers qui sont souvent licenciés par des patrons qui veulent délocaliser les entreprises, les mettre au Mexique, en Indonésie. Donc après ces séances de signature, il va vers les patrons, il va vers les entreprises qui licencient. Et il ne vient pas seul, il vient souvent avec des petits cadeaux, comme il les appelle. Notamment, à un moment, c'est assez drôle, il vient avec un diplôme, le diplôme du meilleur réducteur d'emploi de l'année. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que c'est la verve qui est étonnante. C'est la verve américaine, parce que, bon, on la connaît quand même. C'est une espèce de capacité des ouvriers américains à porter un individualisme, déjà de Jack London, etc., un individualisme, un regard critique qui a presque autant de force que celle du chef d'entreprise ou bien du Far West, enfin du conducteur de troupeau. C'est cette verve formidable et c'est l'accueil à cette verve. C'est-à-dire que ça me fait penser, alors c'est sur le devenir de toute cette classe ouvrière française aussi. Il reste beaucoup de choses il reste un terreau. Je dirais, cet homme-là, c'est comme une pousse verte hein, dans un terreau. On se dit, il va pousser des choses, il fait pousser des choses autour de lui. Enfin, je ne sais pas si l'image est très bonne. En tout cas, celle du terreau aussi. Et on sent que quelque chose est toujours là. Oui. Et c'est encore plus vrai de la paysannerie, ça me frappe quand même, que ce soit l'homme du Roquefort qui a été tenté le désordre. Oui, mais ce film américain, vous attendiez à ce genre de film traité aux États-Unis? Oui, oui, un peu, comme un film marginal, parce que ce que je peux connaître des milieux, je ne sais pas si on doit dire de marge, enfin des milieux indépendants américains, justement, est-ce qu'ils sont tellement en marge quand on voit ce public qu'ils ont? C'est pas évident. Oui, la marge. D'ailleurs, il faudrait poser le problème aussi en France. Alors, un film français, justement, il y a un film Ressources français humaines. aussi, Ressources humaines, dont on a beaucoup parlé en France, qui a eu un succès quand même assez important. C'est un film français de Laurent Cantet, qui est sorti fin 99 également. Et là, c'est l'histoire d'un fils d'ouvrier qui, après avoir fait des études brillantes de commerce à Paris, revient dans sa ville natale pour faire un stage dans l'entreprise où son père est ouvrier depuis 30 ans. Donc c'est le choc des générations. Il est affecté au service des ressources humaines. Donc il travaille avec dynamisme aux côtés des patrons. Il est très satisfait de ce qu'il fait. Jusqu'au jour où il se rend compte que les patrons vont licencier 12 ouvriers, dont son père. Donc très vite, il prévient les syndicats qui vont immédiatement déclencher la grève dans l'entreprise, mais on s'attend à ce que son père ne
se joignent pas à la grève. Donc en fait, ça démarre le conflit entre les deux hommes. Alors vous l'avez vu aussi, je pense. Oui. Donc vous analysez comment ce conflit entre les deux générations? Comme un conflit entre cette vieille culture, moi j'appelle ça du travail des choses, et la culture du travail des signes. C'est une culture qui est portée par l'instruction d'une partie de la descendance de la classe ouvrière. L'instruction réussie, parce que celle qui n'est pas réussie donne des désastres. Et effectivement, elle induit des promotions sociales de la descendance ouvrière qui ont toujours existé. Il ne faut pas dire que c'est seulement d'aujourd'hui, vous le savez bien comme historien, mais qui induisent des chocs de rencontres, même avec, ce qui est intéressant aussi, c'est que le père de ce garçon est un ouvrier conservateur, justement, qui a fait juste parier, qui a parié sur une adhésion à l'entreprise pour pouvoir payer les études du fils et sa promotion. C'en était un peu le prix, comme ça a pu être chez Michelin, chez Peugeot, etc. Et bon, là c'est une fable, elle devient typique, elle devient presque incroyable, mais une fable ça n'a pas d'importance, elle peut être incroyable. Vous êtes un très bon critique de cinéma, Michel Véret. Ah bon? Et en plus j'ai l'impression que vous aimez le cinéma, notamment quand il traite de la classe ouvrière. Alors il y a d'autres films encore qui ont été projetés au Forum des Images, au Halles. Voilà, donc ça se passe en ce moment, c'est le rendez-vous des ergonautes. Alors les ergonautes, c'est des représentants du monde de l'entreprise, des chercheurs, des universitaires, qui se penchent sur un problème, filmer le travail, pourquoi et comment. Donc ils ont déjà filmé des emplois jeunes dans la région stéphanoise, ils ont filmé des ouvriers dans une entreprise de sidérurgie. Et le mercredi 12 avril, le film s'interroge sur les conducteurs de TGV et de trains de banlieue, justement face à l'automatisation qui est de plus en plus présente dans ces métiers-là, et comment ils se comportent face au travail à partir de ça. Donc il y a un film qui est projeté le mercredi 12 avril au Forum des Images. Il y a également une autre initiative dont on voulait vous parler, c'est le Patchwork pour la paix, qui a été lancé par la mairie d'Ivry-sur-Seine en région parisienne. En fait, ils souhaitaient donner à l'an 2000 un message de justice et de paix. Donc ils ont décidé de rassembler des messages envoyés du monde entier, et ça va réaliser un grand patchwork où il y aura des messages sur la justice et la paix, voilà. Donc ils décident de rassembler tout ça le 8 mai 2000, et ça se passera à Ivry-sur-Seine. Alors voilà. Puisqu'on parle du pacifisme et que nous avons déjà fait une émission sur le pacifisme, il faut aussi signaler que le 12 mars 2000, les citoyens du canton de Genève sont appelés à l'initiative d'un groupe Une Suisse sans armée à faire de Genève une république de la paix. Et puis, il y a des internautes qui nous envoient des livres pour répondre, pour nous dire qu'ils apprécient notre émission aussi. Et là, je viens de recevoir un livre de Patrick Péchereau qui s'appelle Terminus Nuit, qui est donc c'est un livre policier et qui fait référence au monde du travail. Le policier s'appelle Mac, de Macno, référence aux historiens. Et là, je voudrais vous lire quelques lignes, si nous avons encore un petit peu de temps, dans un style que peut-être Michel Véret va apprécier. Peur du chômage, de l'avenir des mômes, peur de la maladie, des grandes invasions, peur de tout, qui sait. On croise peut-être son futur parmi ces sans-logis qui errent, ou dans ces cohortes de réfugiés qui débarquent à l'heure de la télé. On devient parano, schizophrène, on bouffe de la gélule du virtuel et maintenant des bombes, comme autant de points d'interrogation sanglants qui peuvent vous péter au visage. Tout est devenu glissant, instable, une seule envie, se calfeutrer. Un immense besoin d'hibernation sort de terre. À l'aube du 3e millénaire, on revient à la caverne. Vous aviez parlé de Platon tout à l'heure, mais maintenant on a une caverne avec Internet. Ouais. Ah d'accord, mais je salue la caverne. Oui. Alors, on commence tous par là. La prochaine émission aura pour titre Les ouvriers du livre. Nos invités seront Madeleine Rebériou et Michel Muller. Madeleine Rebériou, qui est une historienne du mouvement ouvrier, mais qui a toujours prêté un intérêt particulier aux ouvriers du livre, qu'elle aime beaucoup et qu'elle nous fera vivre avec beaucoup d'intensité, mais y compris dans les mutations actuelles. Et Michel Muller, qui est le secrétaire de la FILPAC, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la transformation des métiers du livre, du papier, puisqu'il est aussi responsable du papier et de la communication. Alors donc, rendez-vous à la prochaine émission. Merci à Michel Véret. Je rappelle le titre de ses livres, il y en a de nombreux. Cheville ouvrière, l'un des derniers. Merci à Noémie, merci Françoise, à l'émission de Canal Web. Merci Claude Pentier, Amélie Brun, et ciao ciao les internautes.